Interenvironnement Wallonie est donc une fédération d'associations environnementales. À ce titre-là, en tant que société civile, on a beaucoup parlé de société civile ces derniers jours. Je ne vais pas m'aventurer à une définition du mot. Je laisserai Jean-Marc Nollet dans la salle s'il le souhaite prendre la parole tout à l'heure. Mais en tant que société civile, évidemment, notre travail est d'être l'interaction aussi entre les citoyens et le monde politique, et de porter les préoccupations du monde sociétal, et en particulier dans notre cas des préoccupations environnementales, de l'intérêt général, vers ce personnel politique. Et donc j'ai plus souvent l'habitude de m'adresser au personnel politique qu'à vous, citoyens. Or aujourd'hui, on m'a demandé d'adresser un certain nombre de pistes de solutions que tout un chacun pourront, dans leur quotidien, mettre en œuvre en vue de cette transition. Alors je vais commencer par vous dire que la société n'est pas la somme de ses individus. Je ne vous apprends rien, bien sûr, mais il me semble important de rappeler que même si tout un chacun, ici dans cette salle, nous, dès la sortie de cette conférence, nous enclenchons une transition majeure, bien entendu, cela ne suffira pas. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire, et je vais essayer de vous convaincre évidemment d'y arriver, mais nous ne devrons pas oublier, et c'est essentiel, nos institutions, nos entreprises, on en parlera, nos responsables politiques, nos institutions politiques, la façon dont nos différentes organisations fonctionnent, et en tant que citoyens, nous avons aussi la possibilité d'agir sur celles-ci. Alors, agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner une puissance d'agir. On a évoqué ça, je pense, un petit peu en filigrane aussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on reprend action par rapport aux enjeux qui sont les nôtres? Alors, on doit se focaliser sur les solutions, mais je vais quand même me permettre très rapidement de rappeler les enjeux. Le premier, c'est évidemment la question du climat. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus d'1 degré de réchauffement planétaire par rapport à l'époque pré-industrielle. Et il suffit de se rappeler quelques mois en arrière de la vague de sécheresse que nous avons vécue en Europe l'an dernier pour se dire que le changement climatique, il est déjà là. Les bouleversements climatiques, ils sont déjà notre quotidien. En Inde, actuellement, les populations doivent subir 52 degrés au quotidien, qui sont des températures évidemment totalement invivables. Le deuxième enjeu, c'est celui de la biodiversité, un enjeu bien largement sous-estimé par rapport à son ampleur. Il ne faudrait pas croire que cette biodiversité n'est en danger qu'ailleurs, qu'en Afrique par exemple. Chez nous aussi, 1/3 des espèces animales et végétales en Wallonie sont menacées. 9% ont déjà disparu. Dans les zones de grande culture agricole, 80% des oiseaux ont disparu. Or, la biodiversité, c'est notre vie quotidienne, c'est notre alimentation, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons. C'est la base de nos médicaments, de notre économie. Cet enjeu n'est absolument pas à négliger. Et le troisième sur lequel je voulais m'arrêter, c'est celui de la santé. 12 000 morts prématurées par an pour cause de pollution de l'air. Sans parler de l'impact des pesticides sur la santé, du développement des cancers, notamment chez les agriculteurs, mais aussi chez les consommateurs et bien entendu des perturbateurs endocriniens. Alors je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'il est important, pour pouvoir agir, d'avoir la lucidité aussi des constats. Et avant de venir aux solutions individuelles, je voudrais rappeler ces 4 impératifs transversaux, dont le premier est celui de la cohérence. On en parlait, je pense, tout à l'heure en coulisses. L'action politique, quelle qu'elle soit, ne pourra être comprise que si elle est cohérente. Et la cohérence passe d'abord par le lien entre ces 3 enjeux. Proposer des solutions qui vont répondre à l'enjeu climatique, mais qui vont aggraver l'érosion de la biodiversité, ne sont évidemment pas des solutions durables. L'impératif de cohérence, c'est aussi un impératif qui va nous permettre de garder confiance ou de retrouver une confiance dans le monde politique. Et donc nous attendons aussi des prochains gouvernements que les investissements qui seront proposés soient cohérents et ne nous permettent pas non plus de prendre d'une main ce que l'on irait chercher de l'autre. Le deuxième impératif transversal, c'est celui de l'ambition. Vous avez peut-être vu ce matin la FEB sortir une étude sur le réalisme de l'action climatique, ou plutôt l'irréalisme selon cette fédération d'entreprises. On peut se questionner quand même aujourd'hui sur qui sont les réalistes.
Sont-ils ceux qui voient en face les enjeux qui sont devant nous et qui décident d'anticiper le changement, ou sont-ils ceux qui se mettent des œillères et considèrent que le business as usual a encore de beaux jours devant lui? Prendre la mesure de l'urgence avec lucidité est une condition sine qua non pour pouvoir agir. Comme le disait Greta Thunberg, le temps est venu de parler clairement, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai envie de dire enfin. Troisième impératif, c'est celui de la gouvernance. La situation politique que nous connaissons en Belgique est évidemment d'une complexité extrême. Nous devons, vu le temps que nous mettrons à avoir un gouvernement fédéral, et sans doute les questions institutionnelles vont-elles prendre le pas sur les enjeux climatiques, a fortiori vu les majorités flamandes, nous devrons avoir un gouvernement wallon, un gouvernement bruxellois doublement climat. Et j'espère que les personnes qui sont ici aujourd'hui auront à cœur d'œuvrer en ce sens. Quatrième et dernier impératif transversal, on l'a évoqué très fortement, Monsieur Hulot l'a évoqué très fortement, c'est celui de l'équité. Parce qu'effectivement, l'environnement, la transition environnementale, par définition, c'est l'équité. C'est l'équité ici, maintenant, mais c'est aussi l'équité avec ceux qui sont au sud et qui payent les résultats de ces changements climatiques, mais également l'équité face aux générations qui nous suivent, qui ne sont pas nos petits-enfants, mais qui sont nos enfants, et qui sont nous également, qui vivons ces changements climatiques dès aujourd'hui. Cette équité, elle doit passer par une transition par tous et pour tous dans le mode de financement, dans l'effort qui doit être porté, mais également pour tous, au bénéfice de tous et dans le respect évidemment des situations de précarité qui sont cruciales à prendre en compte. Bien entendu, il y aura des secteurs économiques gagnants et il y aura des secteurs économiques perdants. Bien entendu, certains domaines devront évoluer et notre devoir sans doute, et le devoir des responsables politiques en particulier, sera d'accompagner ces secteurs qui doivent évoluer pour éviter les désastres sociaux que nous avons connus, notamment dans la sidérurgie, qui est un souvenir assez proche dans notre pays. Alors j'en viens aux solutions individuelles, et je ne vais pas m'appesantir à vous lister des trucs et astuces que vous pourrez faire et que vous pourrez trouver bien entendu dans d'autres sources, mais simplement cinq éléments plus transversaux, là aussi, que je voulais vous apporter. Le premier, c'est d'être parfaitement imparfait. Soyons parfaitement imparfaits, mais soyons. Nous n'avons pas besoin d'une poignée de personnes qui seraient parfaitement vertueuses en matière de transition écologique. Nous avons besoin d'audacieux. Les pionniers existent déjà. Ce rôle-là est pris, donc vous pouvez passer à la suite. Nous avons besoin de millions de personnes qui vont le faire imparfaitement. Nous avons donc besoin de progrès et pas de perfection. Deuxième élément, ne négligeons pas notre pouvoir d'action. Bien entendu, les citoyens ne sont pas tout. Bien entendu, les institutions doivent changer. Mais nous avons du pouvoir, nous avons une puissance et nous devons retrouver cette puissance. D'abord en tant que citoyens et en tant que mouvement environnemental, nous avons vu à quel point les marches climatiques de ces derniers mois ont été des vecteurs de changement énormes. Nous avons plus progressé en 6 mois qu'en 6 ans pour la cause climatique. Et ça s'est fait d'abord parce que les citoyens se sont rassemblés dans la rue. C'est accessible à tout le monde et je salue d'ailleurs les représentants des jeunes, notamment Adélaïde Charlier, qui je sais est dans la salle, qui ont vraiment œuvré à enclencher ce changement dans l'agenda politique et qui nous permettent aujourd'hui d'espérer des accords de gouvernement ambitieux en la matière. Continuons à nous mobiliser, soutenons les élus qui bougent et dénonçons ceux qui, en coulisses, sabotent les efforts. Notre pouvoir d'action passe aussi par notre rôle, évidemment, d'usagers et de consommateurs, par nos choix quotidiens, nos façons de nous nourrir, de nous vêtir, de nous déplacer. Par tous ces choix, nous posons des actes politiques. Les éléments qui ont le plus évolué au niveau sociétal ces dernières années, il ne faut pas les négliger, les mouvements zéro déchet, les mouvements de réduction de la consommation de viande, et plus récemment, la honte de l'avion. Alors ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'il faut se flageller, soyons parfaitement imparfaits.
Mais ces éléments-là sont des actes politiques que nous posons au quotidien et qui envoient des signaux forts tant aux entreprises qu'au personnel politique qui nous gouverne. Bien sûr, nous avons besoin d'un cadre vertueux, d'un cadre légal qui va favoriser ces comportements, d'un cadre fiscal. J'y reviendrai notamment tout à l'heure, mais nous avons également avant tout le pouvoir d'envoyer ce signal. Troisième élément, prêtez attention au moment de bifurcation. Déménagement, choix professionnels, achats importants, ce sont des moments où s'engagent des choix pour l'avenir. Où habiter? Au milieu des champs? Un choix bucolique, c'est certain, mais qui nous rend dépendants de la voiture pour n'importe quel petit trajet. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Besoin d'une nouvelle voiture? Celle qui peut-être à la mode va consommer excessivement et aggraver l'insécurité routière. SUV, pick-up, la nouvelle mode dans nos rues. Ou plutôt une voiture plus modeste, sans doute, mais qui va correspondre davantage à nos choix quotidiens, à nos besoins quotidiens. Enfin, un choix professionnel peut-être. Comment réintégrer du sens? Comment réintégrer de la cohérence par rapport à nos valeurs dans le choix d'un employeur, dans le choix d'un job? Des étudiants à HEC, école d'ingénieurs, ont signé un manifeste étudiant pour le réveil écologique, en disant à leurs professeurs et en disant à leurs futurs employeurs « À quoi sert-il que nous poursuivions cette croissance économique sans fin si nous n'avons pas de sens à ce que nous faisons ?» Lorsque les jeunes sortent dans la rue et risquent leur année scolaire, ils nous posent cette question du sens. À nous aussi de nous la poser dans nos choix professionnels. Et ça tombe bien parce que la transition va créer des dizaines de milliers d'emplois. Dans la rénovation du bâtiment, dans l'économie circulaire, dans le développement de filières de réemploi, dans la mobilité douce et partagée, dans l'alimentation et l'agriculture. Nous avons besoin de mains et de cerveaux pour réaliser ce changement de notre économie. Quatrième élément, investissons dans l'avenir. Le financement de la transition est crucial. On y reviendra avec M. Laroutourou. Sans lui, les meilleurs objectifs resteront lettre morte. Mobilisons l'épargne, réorientons les investissements, choisissons des banques durables qui n'investissent pas dans les énergies fossiles ou la spéculation financière, mais dans l'économie réelle, celle du changement. Investir dans l'avenir, c'est aussi accepter de quitter les rails du passé et d'éviter, et là l'exemple que je vais vous donner est plus politique, par exemple d'équiper des lotissements entiers en gaz alors que nous savons que nous devons sortir des énergies fossiles, c'est aussi s'orienter dans la poursuite d'un modèle dont nous devons nous départir. Je terminerai par le cinquième point. Soutenons les acteurs de changement, les acteurs politiques, les acteurs économiques, culturels, associatifs, les coopératives, les enseignants, les acteurs sociaux qui se mobilisent pour réformer nos institutions. Nous avons besoin d'être poussés dans le dos en tant qu'acteurs de changement. Nous avons besoin d'être rejoints, d'être soutenus. Devenez-vous aussi acteurs de changement au niveau local en vous investissant dans la démocratie de votre commune, dans les initiatives de transition. Convainquez vos familles, mobilisez-vous dans les parlements. Reprenons cette puissance d'agir qui est essentielle pour enclencher ce changement. J'en ai terminé pour mon intervention, mais je vais poser une question à M. Hulot. Et je vais revenir sur le niveau des institutions, justement celui en particulier de l'institution politique, puisque vous avez un parcours varié, et notamment un parcours de ministre d'État. Or, le fonctionnement du système politique est tel que le gouvernement est prisonnier du présent. Vous l'avez dit vous-même dans une interview. Prisonnier des échéances électorales, mais prisonnier aussi des rapports de force politiques, des logiques majorité-opposition, des logiques court-termistes. Que conseillez-vous aux élus des différents partis qui souhaitent faire bouger les choses, et il y en a dans la salle, qui souhaitent faire bouger les choses, mais qui sont pris dans ces logiques de système politique? Comment les outiller pour améliorer la transversalité de l'action publique et leur permettre de convaincre leurs propres collègues dans leur propre parti, mais également leurs propres collègues de gouvernement ou de parlement? Merci beaucoup. Institutions internationales, ça vaut pour les Nations Unies, ça vaut pour l'Organisation mondiale du commerce, mais ça vaut pour notre démocratie
ne sont pas adaptés à deux changements majeurs, la précipitation du temps. Je disais tout à l'heure que la science et la conscience se sont synchronisées et on est toujours un peu à la ramasse, on n'a pas le temps d'anticiper. Et l'intrusion dans le radar de nos sociétés d'un invité surprise qui est le futur. Il y a eu beaucoup de travaux pour voir comment on peut adapter la démocratie, justement, notamment aux enjeux universels et aux enjeux du long terme. Moi, je me suis aperçu, et c'est de ma propre expérience, à l'instant où j'ai été nommé au gouvernement, et j'ai pu le comparer avec mes autres collègues ministres, vous êtes happés comme dans un fleuve en crue. Et la part consacrée pendant l'exercice de votre mandat à la réflexion, elle est quasiment nulle. Happé par qui et par quoi? Happé parce que vous êtes obligé d'être dans le réactif. Vous avez à la fois le tempo médiatique. Vous avez aujourd'hui, par les réseaux sociaux, la possibilité d'expression, de mobilisation, de revendication de toute forme de communauté, et même parfois presque à l'échelle locale et individuelle. Donc vous êtes en permanence sous la forme d'injonctions contradictoires auxquelles il faut répondre immédiatement. Parce que la démocratie, elle vaut aussi par de la représentation, par des obligations démocratiques. Et donc, au moment où on aurait le plus besoin, justement, de prendre le temps d'anticiper, de mûrir, de peser, de valider des décisions qui parfois sont lourdes de conséquences, en réalité, on pilote toujours. Alors, je force peut-être un peu le trait, mais très sincèrement, je ne trouve pas. On est toujours dans le réactif, mais on n'est pas dans le prospectif. Ce n'est pas un problème de qualité d'hommes ou de femmes politiques. Il y a dans le personnel politique des femmes et des hommes de qualités diverses comme il y en a dans la société, et j'en profite pour le dire parce que je pense qu'il ne faut jamais tomber dans le simplisme. Dans la politique, vous avez aussi des femmes et des hommes qui sont des besogneux, qui travaillent et qui sont animés par le sens de l'intérêt général. Mais force est de constater aujourd'hui que c'est très difficile d'avoir deux grilles de lecture, le court terme et le long terme. Et souvent, je donne cette image, si vous avez des lunettes pour voir de près, vous voyez moins bien de loin. Si vous avez des lunettes pour voir de loin, vous ne voyez pas de près. Quand vous mettez les deux sur le nez, vous ne voyez plus du tout. Bon. Et c'est un peu, malheureusement, ce qui se passe. Donc, je pense que tel que le système fonctionne, avec une production législative importante, avec des interpellations, tous les jours, vous avez de l'imprévu à gérer. Et si vous ne répondez pas dans la seconde, on considère que vous ne foutez rien, ou alors que vous êtes ailleurs, ou que vous vous en fichez. Bon, donc, voilà. Il y a eu des travaux de fait, moi je les évidemment soutiens, notamment l'idée, par exemple pour la France, d'avoir une troisième chambre, qui soit la chambre du futur, qui soit un lieu apaisé, documenté, qui n'ait que comme grille de lecture le long terme, qui soit un peu ce qu'est aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, en y faisant rentrer des citoyens, probablement plus de scientifiques, mais en dotant cette Assemblée du futur au moins d'un pouvoir politique, le premier d'entre eux, un droit de veto suspensif, c'est-à-dire que s'ils considèrent que l'exécutif et le législatif prennent une décision qui quelque part spécule ou spolie le futur, on demande à revoir la copie. Mais un lieu surtout où, on planifie le changement. Parce qu'au moment où on a le plus jamais besoin d'avoir un horizon clair, dégagé, de tracer des chemins, ce que faisait par exemple chez nous à une autre époque le commissariat au plan. On est toujours en train de piloter dans l'urgence. Et on se dit, mais ça ne peut pas bien se terminer. Voilà. Et ce n'est pas un problème de capacité. Je peux vous dire que quand vous êtes ministre, quand on parle d'un agenda de ministre, et a fortiori quand vous êtes Premier ministre ou quand vous êtes président, vous n'avez pas une seconde à vous. Quand tout s'arrête le soir vers 23h ou vers minuit, là vous allez dans votre bureau et vous avez 5 mètres de parapheur. En bas, il y a ceux où il y a marqué U, urgent. Juste au-dessus, TU, très urgent. TTU, très 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 urgent. Voilà. Et les très 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 urgents, à 1h du matin, vous les signez comme ça. Alors vous regardez vaguement ce que vous signez, mais ce n'est pas sain dans le pilotage de la démocratie. Un petit mot sur aussi mon expérience des Nations Unies.
j'ai souvent accompagné, du temps où je travaillais avec François Hollande et avec le président Macron, était aux Nations Unies, au moment notamment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Là, c'est pareil. J'observais avec peut-être un regard un peu plus candide qu'un politique professionnel, entre guillemets, les délégations de chaque pays. On n'a pas switché, c'est-à-dire que chacun va aux Nations Unies habité par une seule exigence, défendre ses propres intérêts et si possible, en faire le moins possible. Donc, on n'a pas réalisé qu'on est passé dans un enjeu universel où on doit additionner nos efforts et non pas les soustraire. Donc, on n'a pas switché du tout. Et là aussi, je pense que quel organisme il faudra créer, à un moment on parlait d'une organisation mondiale de l'environnement, mais l'OMC a plus de pouvoir sur la marche du monde que le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc voilà, je pense qu'il faut revitaliser nos démocraties et aussi faire en sorte que la démocratie participative et élaborative, parce qu'on va avoir à faire des changements très profonds. Si les Français, pour ne parler que de mon pays, mais si les citoyens n'en voient pas la pertinence, n'en voient pas le bénéfice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si on ne fait pas en sorte qu'ils s'approprient, qu'ils élaborent les transformations, on n'y arrivera pas. C'est la notion de cohérence dont Mme Tellier parlait dans son intervention. Je vous remercie, je vous arrête là, j'aurais bien 10 questions à vous poser sur votre réponse, mais on y va tout à l'heure. Je vous remercie, Mme Tellier, pour la qualité de votre intervention et la qualité de la question aussi, en effet, là-dedans.